Ok, donc ça a l'air d'être bon. Donc allons-y. Je vais parler donc aujourd'hui d'algorithme glouton. Hop, on va descendre. Alors même chose, hein, les algorithmes gloutons, c'est toute une classe d'algorithmes, hein, c'est pas un algorithme particulier. Donc je vais d'abord présenter un tout petit peu le contexte dans lequel on se place. Hop, ça c'est déjà fait. Ça aussi. Hop, on en est là. Très bien. Alors, donc en termes de contexte, les algorithmes gloutons, c'est une méthode en fait pour régler des problèmes d'optimisation. Alors, à savoir qu'est-ce que c'est qu'optimiser un problème? C'est donc déterminer les conditions particulières en fait dans lesquelles ce problème présente une caractéristique spécifique. Alors là, c'est très très général, hein, mais donc j'ai un problème et je voudrais déterminer justement quelles sont les conditions pour vérifier telle ou telle propriété. Alors les exemples les plus simples d'optimisation qu'on rencontre déjà, que vous avez déjà rencontré dans les exercices notamment du cours de maths, c'est par exemple déterminer le minimum ou le maximum d'une fonction. Ça c'est un exemple de problème d'optimisation. Donc il y a des problèmes qu'on peut, on va dire, formaliser grâce aux fonctions, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand même. Mais voilà des exemples justement d'optimisation. Alors je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Non, il y a eu des gens déconnectés visiblement qui se sont reconnectés. Alors, je vais donc citer un certain nombre de problèmes, des problèmes qui sont des problèmes d'optimisation, hein. Donc la répartition optimale de tâches suivant des critères précis. Voilà, donc si j'ai une répartition à faire, ça peut être un problème d'optimisation. Le problème du rendu de monnaie, donc j'en parle pas plus parce qu'on va en parler justement en cours. Le problème du sac à dos, on en parlera ça plutôt en TP juste après. Donc d'autres exemples, la recherche d'un plus court chemin dans un graphe. Alors on n'en parle pas cette année de cet algorithme, mais c'est un algorithme assez classique qui était au programme d'ailleurs de spécialité maths en terminale ES avec l'ancienne évidemment version du bac, hein. Alors quand je dis ça, ce que ça sous-entend, c'est que c'est quand même pas un algorithme d'un niveau très compliqué en soi, en tout cas pour le comprendre. Mais donc la recherche d'un plus court chemin, c'est exactement ce qui se passe quand vous utilisez l'application Waze, par exemple, ou navigation de Google, ce genre de choses-là. Vous rentrez, vous êtes à un endroit donné, vous rentrez une adresse et il va vous donner justement, a priori, un plus court chemin pour arriver à l'adresse en question. Ouais, donc c'est ce genre d'algorithme. Et d'autres problèmes, le problème du voyageur de commerce, donc ça c'est des problèmes qui sont classiques. De toute manière, on retrouvera ce genre de problème en classe de terminale. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'optimiser un problème. Et en fait, d'un point de vue de l'algorithmique, alors il y a plein de problèmes d'optimisation qu'on résout avec les maths, mais d'un point de vue de l'algorithmique, on a deux méthodes pour résoudre des problèmes d'optimisation. La première méthode, ça s'appelle la programmation dynamique, et c'est justement ce que nous verrons dans le cours de terminale. Et la deuxième méthode, c'est... Alors, la programmation dynamique, l'avantage, c'est que vous allez justement, a priori, explorer l'ensemble des solutions. Donc c'est une première méthode, hein, on va dire, hein. J'ai toutes les solutions possibles, qui sont a priori en nombre fini. Je vais explorer toutes ces solutions, et puis je vais donc choisir celle qui va vérifier ma caractéristique spécifique le mieux possible. D'accord? Donc pour déterminer un minimum ou un maximum, je parcours toutes les possibilités et puis je regarde, je vais prendre celle qui va me donner le minimum ou le maximum. Le seul problème de ce genre de méthode, c'est que ça a un coût en complexité qui est quand même très élevé, hein. Donc on verra ça en terminale. Et la deuxième méthode, c'est les algorithmes gloutons, et qui sont moins coûteux du coup en complexité. Donc je vais en parler juste maintenant, hein. Alors, quel est le principe justement de l'algorithme glouton? C'est que, vu que je veux optimiser un problème,
mon objectif, c'est enfin, c'est une vision, on va dire, un peu naïve, mais qui paraît quand même assez fonctionnelle. C'est que si je veux optimiser un problème global, si je veux donc avoir un maximum, eh ben pourquoi pas, à chaque étape, choisir le maximum dans les choix que je peux faire justement à chacune des étapes. Donc si on le formalise un petit peu, enfin si on le reformule plutôt, donc des choix locaux, alors quand on dit enfin local, c'est vraiment à chaque étape, quel est le meilleur choix que je peux faire en fonction des possibilités que j'ai. Mais c'est vraiment à chaque étape, c'est pas sur l'ensemble de toutes les possibilités, hein. Donc des choix locaux optimaux, étape après étape, devraient produire un résultat global optimal. Alors cette méthode reste quand même un tout petit peu naïve parce que vous verrez que quand on parle de la recherche justement d'un plus court chemin dans un graphe, cette méthode-là ne fonctionne pas, ne fonctionne pas. Le résultat en tout cas global n'est pas optimal. Alors, un algorithme glouton, donc si on formalise un tout petit peu plus précisément, c'est un algorithme qui va vérifier deux conditions. Donc la première condition, c'est qu'à chaque étape, on effectue le meilleur choix possible localement. D'accord? Donc j'ai pas une vision globale, mais j'ai une vision locale. Voilà, j'arrive, là j'ai plusieurs choix, je vais prendre celui qui satisfait au mieux la condition. Et la deuxième condition qui doit être vérifiée, c'est que en fait, quand j'avance dans mes choix, je ne reviens jamais en arrière et donc je ne remets jamais en cause les choix précédents. Donc voilà ce que sont des algorithmes gloutons. Donc vous voyez que c'est pas très précis, on va dire, c'est vraiment une classe d'algorithmes. Quand j'ai des problèmes d'optimisation, hein, je vais essayer du coup de résoudre le problème global de cette manière-là. Ok? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant de manière globale? Parce que c'est vrai que j'ai du mal à situer, c'est quand même très très formel, très abstrait, à la fois c'est très concret, mais est-ce que vous voyez à peu près ce que je raconte? Non, pas de questions, merci Bilal pour votre réactivité. Toujours là? Non, ok, bon. Donc s'il n'y a pas de questions, j'avance. Alors, justement, je vais pas en dire plus en termes de cours, hein, mais je vais quand même raconter beaucoup plus de choses sur un exemple précis, un exemple qui est très riche, qui n'est pas très compliqué mais qui reste très riche, pour comprendre tout ce qui peut se passer derrière. C'est le problème du rendu de monnaie. Alors le problème du rendu de monnaie, c'est pas très compliqué, hein, vous êtes un commerçant, vous avez une certaine somme à rendre en monnaie, la question c'est, eh ben, qu'est-ce que je choisis comme pièce pour rendre la monnaie? Hop, qu'est-ce qui se passe? Non, pas de question, très bien. Donc je vais présenter un petit peu le cadre, hein, on va formaliser au fur et à mesure. Mais donc un achat dit en espèces se traduit par un échange de pièces et de billets, donc évidemment a priori il y a des pièces et il y a des billets. On va évidemment ici enlever tout ce qui est, on enlève les centimes, hein. Donc je vais considérer un système de pièces où toutes les valeurs sont entières. Donc dans la suite, les pièces désignent indifférément les différentes pièces et les billets, hein. Donc on va parler de pièces uniquement, il y aura des pièces de 5 euros, mais évidemment ça n'existe pas en tant que pièce, hein. C'est sous-entendu des billets de 5 euros. Ensuite des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50, etc. etc. Hein. Donc supposons qu'un achat induise un rendu de 49 euros. Donc voilà, moi quelqu'un qui m'a payé quelque chose, il a donné un billet de 100 euros par exemple, pour un article qui vaut 51, je dois rendre 49. La question qu'on se pose tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on prend comme pièce pour rendre la monnaie? Donc la réponse, bien qu'évidente, elle n'est pas unique, hein. Donc je peux rendre 4 pièces de 10 euros, donc 4 billets évidemment, un billet de 5, donc une pièce de 5, et 2 pièces de 2 euros, ça me fait 49. Voilà, donc ça c'est la première possibilité, mais il y a une autre possibilité, hein, je pourrais tout à fait rendre 49 pièces de 1 euro. Alors évidemment, alors ça arrive quand même de temps en temps
dans les comment dire, chez les commerçants où en fait il manque de pièces et du coup ils sont obligés de vous rendre votre monnaie par exemple en centimes, en rouge, voilà, ce qui n'est pas toujours très agréable, mais bon, en tout cas ça arrive plus ou moins. Alors il y a quelque chose ici qu'on va supposer, évidemment on va supposer que cette situation n'arrive pas, à savoir qu'on a une quantité largement suffisante de chacune des pièces, hein, on n'est pas en manque. Donc voilà, donc j'ai mon problème de rendu de monnaie, j'ai plein de possibilités, et la question c'est justement, on va essayer d'optimiser. Optimiser le rendu de monnaie, ça veut dire quoi? Il va falloir le formaliser, c'est en fait rendre le minimum de pièces possible, en nombre, hein. Donc quand je rends 4 pièces de 10, une pièce de 5 et 2 pièces de 2 euros, j'en ai rendu 4 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 7 pièces. Alors que quand je rends 49 pièces de 1 euro, ben, j'ai évidemment rendu 49 pièces, donc c'est quand même bien moins intéressant. Donc l'objectif, justement, c'est de rendre, donc c'est là si la question est de rendre la monnaie avec un minimum de pièces, le problème change de nature. Mais la réponse reste simple. Alors en général, c'est la première solution qui est proposée, où je rends 4 pièces de 10 euros, une pièce de 5 euros et 2 pièces de 2 euros. Donc c'est le problème du rendu de monnaie. Et là où ça devient intéressant, c'est que, en fait, les solutions à ce problème-là va dépendre du jeu de pièces que l'on a au départ. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle le système de monnaie utilisé. Donc si je prends le système de monnaie français, j'ai des pièces donc de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros et 100 euros. On enlève les billets de 500 euros d'ailleurs, qui sont d'ailleurs de moins en moins utilisés. Je crois qu'ils ont été définitivement retirés du marché au final. Et évidemment, on s'intéresse qu'aux valeurs entières. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc rendre 49 euros avec un minimum de pièces, c'est un problème d'optimisation, du coup, hein, parce que vous voyez, j'ai bien un minimum de pièces. Donc en pratique, sans s'en rendre compte, généralement, quand on demande à quelqu'un de rendre justement la monnaie avec une somme, la stratégie naturelle qui va être mise en place, c'est un algorithme glouton. Alors, comment va se traduire l'algorithme glouton dans le cas du rendu de monnaie? Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, par rapport au système de monnaie, eh ben, je vais choisir... alors, vous allez me dire qu'il y a les 20 euros ici qu'on pourrait rajouter à l'intérieur si je dois rendre 49, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans cet exemple-là, hein. Mais quelle est la méthode? En général, on prend la plus grande valeur de monnaie parmi donc les 1, 2, 5, 10 contenus dans 49 euros. C'est-à-dire que je vais classer donc mon système de monnaie dans l'ordre. Alors ici, il est rangé dans l'ordre croissant, mais peu importe, je pourrais le ranger dans l'ordre décroissant, ce serait exactement la même chose. Ça, ce sera à vous de choisir tout à l'heure en TP. Mais je vais donc prendre en fait la valeur maximale dans mon système de monnaie qui est contenu dans 49 euros. Alors évidemment, je ne vais pas prendre du 50 parce que ça ne rentre pas, mais je vais donc mettre des pièces de 10 euros. Tant que je peux rentrer des pièces de 10 euros, je vais mettre des pièces de 10 euros. Donc je vais le rentrer 4 fois, il me restera donc 9 euros. Je ne peux plus rentrer des pièces de 10 euros. Donc ce que je vais utiliser, c'est la précédente dans l'ordre, hein, dans l'ordre décroissant. Donc je vais choisir 5. Est-ce que ça rentre dans 9? Oui, 5 ça rentre dans 9, donc je le mets. Il me reste 4 euros à rendre. Ensuite, je vais mettre une pièce de 2 euros, il me restera 2 euros. Je mets une deuxième pièce de 2 euros, il me restera plus rien. Donc naturellement, si j'aurais pu faire l'expérience, bon là en distanciel c'est quand même un peu compliqué, surtout quand vous n'avez pas de micro. La stratégie qu'on va mettre en place, l'algorithme choisi pour ce rendu de monnaie, est un algorithme glouton. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir pourquoi c'est un algorithme glouton. Ben, à chaque étape, je vais prendre la valeur maximale qui rentre dans ma somme. Et une fois que j'ai choisi en fait cette valeur de pièce, au fur et à mesure de l'algorithme, je ne reviens jamais en arrière et je ne vais pas échanger une pièce que j'ai déjà choisie. Donc, vu que je vérifie les deux conditions, cet algorithme-là est un algorithme glouton. Et on est d'accord qu'il se formalise de manière très simple, hein. D'ailleurs, à programmer, c'est vous qui le ferez tout à l'heure. Ça n'est pas quelque chose de si compliqué que ça.
Euh, Blablabla, donc il choisit ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc cette stratégie gagnante pour la somme de 49 euros l'est-elle aussi pour n'importe quelle somme à rendre? Parce que là, ce que je propose pour 49, la question c'est quelle que soit la somme à rendre, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'obtiens justement quelque chose d'optimal au sens, est-ce que au global, je suis sûr qu'en appliquant cet algorithme, le système de pièces que va me donner la solution, le nombre de pièces est minimal. Alors, en réalité, eh ben, il y a une forme de dualité entre est-ce que l'algorithme glouton est optimal avec une propriété, on va dire, particulière du système de monnaie. Alors, on l'appelle canonique. Me demandez pas quels sont les critères pour obtenir un système de monnaie canonique. En fait, c'est très compliqué derrière d'avoir un critère, une formalisation simple. Donc il y a des algorithmes, je vous ai donné quelques ressources justement dans le cours pour aller voir comment ça fonctionne derrière, mais sachez qu'en fait c'est pas si évident que ça. Alors, pour vous donner des exemples, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la très très grande majorité des systèmes de monnaie sont canoniques, quelle que soit en fait la monnaie, hein, je veux dire, pas forcément les monnaies européennes, mais sur Terre, l'ensemble des systèmes de monnaie, il y en a très peu qui ne sont pas canoniques. En fait, il y en a un seul qui n'est pas canonique, alors j'en parlerai peut-être, je crois que c'est en TP. Mais là, si je vous donne 1, 3, 6, 12, 24, 30, imaginons qu'on soit dans un pays où on ait des pièces de 1 euro, 3 euros, 6 euros, 12 euros, 24 et 30 euros. C'est-à-dire des billets a priori, hein, mais bon. Si je prends 49 et que j'applique mon algorithme glouton, eh ben, je vais donc prendre 30 d'abord, il me restera donc 19 à rendre, 24 ne rentre pas dans 19, donc je ne prends pas de pièce de 24, je vais donc rentrer ici dans, j'étais à 30, donc 19, 12 ça rentre, il me reste 7, 6 ça rentre, il me restera 1, et donc 3 je mets pas, et je mets un 1. Donc si je dois rendre la monnaie avec ce système-là, avec ce système-là, avec l'algorithme glouton, je rendrai donc 30 plus 12 plus 6 plus 1. D'accord? Donc là, j'ai la décomposition du 49 en fonction des pièces. Soit 4 pièces. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, pour obtenir 49, je n'obtiens pas la solution optimale. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre possibilité, c'est de rendre 2 pièces de 24 et une pièce de 1, soit 3 pièces. D'accord? Donc en fait, ce système-là, ce système de pièces justement n'est pas canonique. Et on a comment dire, une dualité. Alors quand je dis une dualité, c'est-à-dire que si le système de pièces est canonique, alors l'algorithme glouton vous donnera la solution optimale. Si le système n'est pas canonique, je n'ai aucune garantie d'avoir une solution optimale. Hein. Donc c'est cette phrase-là que je devrais peut-être mettre en gras en fait. Hein. C'est que donc d'autres systèmes ne sont pas canoniques, l'algorithme glouton ne répond pas alors de manière optimale. Et puis en fait on a un peu une équivalence si vous voulez, que si le système de monnaie est canonique, alors l'algorithme glouton va me donner une solution qui est optimale. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait le problème de base est quand même très très simple. Mais en réalité, derrière, on a un vrai problème d'algorithmique et un vrai problème, on va dire, scientifique riche. Bon, donc évidemment, ce sera la programmation dynamique qui nous donnera cette solution-là à privilégier par rapport à celle-ci. Alors, donc je vais formaliser un tout petit peu, maintenant que j'ai introduit les notions intéressantes. Donc je considère un ensemble de n pièces de monnaie de valeur, alors qu'on va ranger dans l'ordre croissant. Alors, évidemment, il n'y a pas de répétition, hein, donc ici, j'ai des inégalités qui sont strictes. Hein. Donc j'ai V1 qui est strictement inférieur à V2, 3 petits points strictement inférieurs à Vn. Et évidemment, vu qu'on veut pouvoir rendre n'importe quelle somme, on a une condition qui est obligatoire, c'est le fait que la première valeur soit égale à 1. Sinon, je ne pourrais pas rendre toutes les sommes possibles. Hein. Alors, on suppose que ce système est canonique, sous-entendu, évidemment, on va supposer que ça nous garantira le fait que l'algorithme glouton nous donne une solution optimale.
Donc on peut noter le système de pièces de cette manière-là, sous forme d'ensemble d'un point de vue des maths. Alors évidemment, vous retrouvez par rapport à ceux qui font la spécialité maths, des notations qui sont proches des suites ici. Alors attention, je m'arrête à un endroit donné, hein. J'ai un nombre fini de pièces, contrairement à ce que vous pouvez faire en maths avec les suites. Et donc ici, j'ai ma notation ensembliste, donc entre accolades, et avec toutes les pièces que je liste sans répétition évidemment. Donc je désigne par grand S la somme à rendre avec le minimum de pièces de Sn. L'algorithme glouton sélectionne la plus grande valeur V indice n et la compare à S. D'accord? Donc je vais prendre le maximum ici. Donc il y a deux possibilités. Si la valeur V indice n est strictement plus grande que la somme à rendre, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas utiliser ma pièce V indice n, la valeur de la pièce V indice n. Et donc ça veut dire quoi? Je vais reprendre mon algorithme avec le système de pièces où je vais enlever donc celle-ci, la dernière somme, la valeur maximale. Donc je reprends le système de monnaie de pièces S indice n-1. D'ailleurs il manque un petit espace ici, ce sera un peu plus joli. Voilà. Deuxième possibilité, si la valeur V indice n est inférieure ou égale à ma somme, alors je peux déterminer en fait la pièce V indice n peut être utilisée une première fois. Donc ça me fait une première pièce à comptabiliser de valeur V indice n, et la somme qui me reste à rendre, ce sera donc S moins Vn, c'est-à-dire Vn, la pièce que je viens justement d'utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc continuer mon algorithme avec le même système de pièces S indice n. Potentiellement, la valeur V indice n peut rentrer une deuxième fois, donc je continue. Et cette fois-ci, par contre, c'est la somme que je vais, on va dire, remplacer par S moins V indice n. Donc ça se formalise dans le cadre du problème de rendu de monnaie. L'algorithme glouton se formalise de manière assez simple. D'accord? Et donc je continue, mon algorithme est répété jusqu'à obtenir une somme à rendre nulle, évidemment. Alors, il y a plein de choses théoriques, le fait que V1 soit égal à 1, ça me garantit justement que cet algorithme se termine. Parce qu'au pire, je ne rendrai que des pièces de 1 pour rendre ma somme. Donc je sais que j'obtiendrai une solution quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première remarque. J'en ai quand même d'autres, des remarques à faire. Donc il s'agit effectivement d'un algorithme glouton, la plus grande valeur de pièce étant systématiquement choisie si sa valeur est inférieure à la somme à rendre. Donc je ne sais pas quel est le rendu global, je n'ai pas vision du rendu global, mais à chaque étape de l'algorithme, je vais essayer de mettre la pièce la plus grande possible à l'intérieur. Alors ce choix ne garantit en rien l'optimalité globale de la solution, je répète. Le choix fait est considéré comme pertinent et permet d'avancer plus avant dans le calcul. Toutefois, comme je l'ai écrit plus haut, si le système monétaire est canonique, la solution est optimale, c'est-à-dire que j'ai la certitude justement que la solution donnée par l'algorithme glouton va me donner la solution optimale. Et donc dernière remarque, pour savoir si le système est canonique, alors c'est très compliqué de le formaliser. Par contre, on a des algorithmes justement qui permettent de vérifier que le système est canonique. Alors je vous avouerai que j'ai été obligé de le faire concrètement pour le TP, donc je vous invite à les regarder. Alors soit vous regardez justement sur internet, sur Wikipédia par exemple, il y a pas mal il y a l'ensemble des résultats, on va dire, vis-à-vis des systèmes canoniques. Et donc il y a un algorithme justement qui permet de vérifier, qui apporte une réponse, on va dire, assez efficace. En fait, les sommes à rendre quand le système, pour savoir si le système est canonique, en fait l'idée c'est grosso modo c'est de tester toutes les valeurs et de voir si la solution est optimale. Je caricature, mais donc en fait à l'intérieur il y a plein d'algorithmes qui vont permettre d'être un peu plus efficaces, notamment l'algorithme de Cozen et Sachs.
Voilà, qui permet de restreindre justement déjà énormément le nombre enfin les valeurs à tester pour ce problème du rendu de monnaie. Et donc il y a un sujet de concours également, concours central 2002, option informatique. Je vous ai mis un lien également qui ne traite que de ça quasiment. D'accord? Donc je vous invite à aller le lire. Ça vous permet de voir ce que c'est qu'un concours d'informatique justement. Donc là, Centrale, c'est une grande école évidemment, donc c'est un concours d'entrée. C'est après 2 ans de classe prépa, hein. Mais vous pourrez voir d'ailleurs que au fond, en fait, dans ces concours d'entrée à ces grandes écoles, les sujets d'informatique, en fait, vous avez déjà le niveau pour aller voir ce qui se raconte à l'intérieur. J'ai pas dit de répondre aux questions, hein. Vous pouvez essayer d'y répondre et d'y réfléchir. Bon, là, ce serait quand même un petit peu plus compliqué. Mais donc, je vous ai mis le lien justement pour aller voir cette chose-là. On peut aller le voir rapidement d'ailleurs si vous voulez. Donc, c'est disponible sur Internet, hein. Tac. Bon, c'est pas très rapide, mais ça va venir. On pourrait même dire que c'est très lent. Donc vous voyez que c'est un sujet de prépa, hein, option MPSI. Et donc c'est un sujet de concours qui ne traite que justement du rendu de monnaie. Donc 3 heures, voilà, donc on a une certaine formalisation du problème. Évidemment, il faut quand même préciser un petit peu quels sont les... Tiens, j'ai Word qui a planté. Quelles sont la formalisation, les notations, etc., etc. Donc vous voyez, là on prend le système utilisé en zone euro. Alors ils mettent les billets de 500 et de 200. Voilà. Donc représentation de poids minimal. Alors ils utilisent du camel. Alors là ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment vous ne connaissez pas ce système. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de notations. Alors si je vous montre ça au passage, c'est pour vous montrer également que les sujets d'informatique. Alors je suis très sollicité en cette fin d'année en tant qu'enseignant de NSI par les élèves de seconde qui me demandent systématiquement est-ce que c'est obligatoire de faire la spécialité maths pour faire de l'informatique? Alors évidemment, il y a plein de discussions, c'est à la fois oui, à la fois non, la réponse n'est pas hyper tranchée, mais c'est un sujet d'informatique. Donc moi je vous le montre, hein, vous êtes engagé dans cette spécialité-là, et vous notez que en fait, enfin moi personnellement, je peux vous le dire, dans l'énoncé là, mis à part les petits trucs encadrés en jaune, hein, tout le reste, hein, ça pourrait être un sujet de maths, c'est exactement la même chose, hein. Ici, je n'ai que des notations mathématiques. Bon voilà, donc il y a beaucoup de propriétés à démontrer. Là, on travaille sur l'algorithme glouton, justement. Et puis en dernière partie, on traite l'algorithme de Cosen-Isaacs, justement, qui me permet d'aller comprendre, à savoir si le système est canonique ou pas. Ok? Et puis il y a des questions hors barème pour les gens qui sont très forts. Voilà, donc ça vous donne un exemple justement de sujet de concours et ça permettrait quasiment de faire un exercice. Alors là, on va dire plutôt niveau terminal pour l'année prochaine. Donc j'ai rien de plus à raconter. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Par rapport à ce que j'ai raconté, je sais pas, ou peut-être des remarques, des suggestions vis-à-vis de cet algorithme glouton. Est-ce que vous connaissez des situations concrètes où vous utilisez des algorithmes de type glouton? Tiens, je vais aller voir si vous avez un petit peu d'imagination. Qui est encore là? Qui suit encore le cours? Ah, voilà, Bilal est toujours là. Merci Bilal. Ah, Clément, non, vous êtes plus rapide. Bon, vu que vous n'avez pas de micro, c'est la question que j'aime bien poser régulièrement parce que justement, on ne sait jamais qui est encore derrière. Alors je vais couper la vidéo.